Bonjour, nous voici pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur une question qui est très chaude dans l'actualité, qui n'est pas directement liée aux gilets jaunes, en réalité c'est directement lié puisque je vais vous parler aujourd'hui de tyrannie et de cette nouvelle forme de tyrannie qui est en train de s'imposer petit à petit. Personnellement, je pensais qu'une expression avancée comme celle que nous avons vue ces derniers jours, ces dernières semaines, tarderait un peu plus à se mettre en place, mais ça y est, nous y sommes. La tyrannie douce a un visage, c'est le visage d'une jeune Suédoise du nom de Greta Thunberg. On m'excusera la prononciation, je ne parle pas le suédois. Et cette jeune personne, personnellement, on va pas lui jeter la pierre, bien qu'elle participe et il faut savoir si elle est responsable de ses actes ou pas. Si elle est responsable, elle doit accepter la critique. Et d'ailleurs, ça fait partie de la stratégie des gens qui sont derrière elle, d'avoir mis une jeune femme handicapée ou autiste, qui a une forme d'handicap, pour qu'elle soit inattaquable. Donc ça fait partie de cette stratégie globale, c'est-à-dire mettre des personnes faibles entre guillemets, et comme ça personne va oser les attaquer. Moi j'ai osé, j'ai fait une page Facebook sur Rita Thunberg dans laquelle je n'insultais pas, je présentais quelques publications, ça n'a pas duré très longtemps, au bout de 24 heures on me l'a censuré. Donc pour ceux qui croient qu'on vit dans la liberté et que l'on peut tout dire et tout faire, que on vit dans un monde merveilleux, plein de bons sentiments, qui nous porte vers une espèce d'âge où tout le monde sera vegan, politiquement correct, où personne n'offendra personne. Ce monde-là est un monde cauchemardesque. Et nous y sommes. Nous avons cette jeune femme qui est apparue devant l'Assemblée nationale française, qui est apparue à l'ONU. Les Gilets jaunes se sont présentés à l'Assemblée nationale, ils ont reçu un coup de bombe lacrymogène ou coup de matraque. On a cette jeune qui arrive et alors j'entends des gens qui disent oui, les politiques sont contre elle, donc c'est qu'elle doit avoir raison ou je ne sais quoi, elle doit les déranger. Mais quelle politique ? Lorsqu'on parle à l'ONU, qu'on a 16 ans, qu'on n'a rien fait de sa vie à part paniquer sur une espèce de risque qui est quand même très diffus et assez mal défini, qu'est-ce qu'on a fait de sa vie? Alors, ce qui est intéressant avec Greta Thunberg, c'est qu'elle présente toutes les caractéristiques de cette nouvelle tyrannie douce. On peut dominer par la force ou on peut dominer par la faiblesse. Dans l'histoire de l'humanité, la force a dominé plus souvent, mais la faiblesse, on me dit ah non, c'est pas possible, on peut pas dominer par la faiblesse, on domine parce qu'on est plus fort. Non, la faiblesse est un mode de domination qui a d'ailleurs été très bien étudié par le grand philosophe Friedrich Nietzsche, donc je pense que beaucoup d'entre vous l'auront lu, et ceux qui l'ont pas lu, en résumé, il explique comment le christianisme opère cet inversement des valeurs, et tout ce qui est synonyme de santé, de joie, de gaieté, de plaisir, va être renversé par le christianisme et devenir le mal. La force devient suspecte et la santé devient suspecte, donc on inverse cela et on crée l'être maladif. C'est toutes ces représentations du Christ sur la croix, où tous ces saints souffreteux. Donc la santé, la force, l'énergie est renversée, le plaisir est renversé, la féminité en tant que manifestation de l'être sexuel extrêmement vigoureux qu'est la femme est aussi démonisée, de la même manière que le font aujourd'hui les féministes de troisième génération qui rejettent complètement la féminité en tant qu'énergie sexuelle, émancipatrice. On a une espèce de puritanisme, de castration du corps, des plaisirs. Ça passe par le véganisme, entre autres. Les gens qui sont véganes, il y en a qui sont certainement très sympathiques, mais ils sont quand même assez tristes. Aller au restaurant avec eux, c'est quand même pas une partie de plaisir. Donc tout ça fait partie d'un même ensemble, d'un même renversement des valeurs dont parle ce grand philosophe qui a été Nietzsche. C'est au cœur de son œuvre de dénoncer ce retournement des valeurs, renversement des valeurs qu'a opéré le christianisme et qu'il annonce qu'il va se faire à nouveau.
Et il a bien vu, puisque après l'ère chrétienne qui se finit, nous revenons, il y a un cycle, nous avions réussi à nous émanciper de ce fardeau de la culpabilité, de ce fardeau du péché originel, de ce fardeau du culte, de la maladie, de la faiblesse, de la sensiblerie. La sensiblerie, c'est quelque chose de terrible. Il ne faut pas confondre sensibilité et sensiblerie. La sensiblerie est à la sensibilité, ce que la goinfrerie ou l'obésité et à la gastronomie ou au gourmet. Vous voyez ce que je veux dire? Et la sensiblerie est une maladie aujourd'hui qui se diffuse, appuyée par les médias qui nous servent des tartines de pleurs, de plaintes, la victimisation. Et là, on a cette jeune femme qui se présente à l'ONU et qui fait un discours que certains déclarent historique, prenant, mais c'est pathétique comme discours. C'est le discours de la peur, c'est le discours des émotions qui prennent le dessus sur la raison. Nous avions réussi à nous extraire de l'obscurité. Évidemment, l'excès de raison et la croyance dans une raison pure a engendré certains dysfonctionnements, certaines choses qu'il faut corriger. Mais il ne faut pas évacuer complètement la raison au nom des écueils que la raison toute dominante, qu'on voulait toute dominante, a produit. Aujourd'hui, nous retombons dans une période pré-raisonnable, pré-scientifique. Ce que l'Occident avait créé de bien, c'est-à-dire la raison, la science, aussi l'individu libre, est en train d'être détruit par cette nouvelle religion, une religion athée cette fois-ci, qui est la religion des affects, de l'absence totale d'objectivité, de la déconnexion avec la réalité. Nous sommes en pleine déconnexion. Il y a aujourd'hui des risques de destruction de la Terre, c'est la bombe atomique. Il y a suffisamment de bombes atomiques pour tout détruire. Il suffit qu'une étincelle éclate au Moyen-Orient, entre l'Iran et Israël et l'Arabie Saoudite, ou ça peut être ailleurs, et nous pouvons avoir une guerre atomique qui est beaucoup plus dangereuse que les risques supposés du réchauffement climatique. Et là, il faut laisser les scientifiques travailler là-dessus. Je ne vais pas m'exprimer sur le réchauffement climatique car je n'en suis pas capable. C'est quand même ahurissant de voir des lycéens qui sèchent leurs cours, qui sont peut-être nuls en sciences et qui viennent donner des leçons sur une chose qui est extrêmement complexe et technique. Ça montre où nous en sommes venus de cette opinion publique qui se croit capable d'avoir des opinions sur des domaines qui lui échappent complètement. Nous ne savons pas s'il y a un réchauffement ou pas, nous ne savons pas s'il y a un réchauffement dans le nord et un refroidissement dans le sud. Et s'il y a un réchauffement, nous ne savons pas si c'est dû à des facteurs qui sont multiples et qui ne sont pas forcément liés à la production de dioxyde de carbone par les humains. Tout cela est extrêmement complexe et il faut laisser les scientifiques faire leur travail, ce qu'ils ne peuvent pas faire, puisque le GIEC est une organisation politique. Ce sont des scientifiques qui sont nommés par des institutions politiques, par l'ONU et par les gouvernements. La science se fait pas par des nominations de scientifiques pour représenter une certaine ligne. Donc laissons les scientifiques faire leur travail. Et même s'il y a un réchauffement climatique, même si la température augmente de 1, de 3 ou de 4 degrés, eh bien faisons face d'une manière sereine et pas dans cette hystérie, dans cette culpabilisation et dans cette destruction de la joie et cette tentative, c'est pas une tentative, c'est devenu maintenant une espèce de leitmotiv culpabilisateur. Nous avons eu MeToo qui nous a culpabilisé sur la sexualité. Nous avons la question de réchauffement climatique qui nous fait culpabiliser sur notre manière de vivre, qui certes peut être améliorée, mais les améliorations vont pas se faire de cette manière. Et la tyrannie qui s'installe.
Et ceci, c'est ce qu'il y a de plus inquiétant, car nous avons eu des coups d'État militaires avec des hommes en uniforme qui prenaient le pouvoir, qui mettaient les opposants en prison. Voilà, ça c'est la bonne vieille grosse tyrannie, la tyrannie par la force. Et quand je vous disais, on peut dominer par la faiblesse. La domination par la faiblesse, évidemment, ne se fait pas de la même manière, puisque en principe le faible ne peut pas dominer puisqu'il est faible. Il peut dominer s'il opère un renversement des valeurs, et ce renversement des valeurs se fait par l'imposition d'une idéologie, et c'est ce qui se fait depuis un certain temps, où vous avez une certaine idéologie qui est devenue dominante, qui s'est imposée. On ne va pas rentrer dans comment ça s'est fait, la chronologie, et par quels moyens, entre autres à travers les grandes universités américaines qui sont des vraies machines à créer des idées qui ensuite vont être reprises dans la société américaine, et ce qui est repris dans la société américaine, repris dans le monde occidental et ailleurs. Et heureusement, je dirais que le monde non occidental résiste, que l'Afrique, que la Russie, que la Chine, que le Japon, ces pays-là, gardent quand même des distances par rapport à toute cette folie occidentale qui en réalité montre la décadence totale de l'Occident. C'est la fin de la civilisation occidentale. L'Occident c'est dommage, l'Occident peut beaucoup apporter encore, c'est surtout ce sens de la liberté individuelle qui n'existe pas ailleurs, et qui n'existe d'ailleurs que très peu dans ce pays leader aujourd'hui de cette décomposition qui est la Suède, ce sont encore des cultures très holistiques, où le groupe et la pression du groupe entraîne un conformisme qui est assez effrayant pour les amoureux de la liberté. Et nous avons cette jeune Suédoise qui incarne parfaitement ces excès, les excès de cette société, une société où donner une fessée à son enfant entraîne la prison. Et en France, la France qui a voulu suivre un peu, parce que c'est un mouvement international, je dirais occidental, de décomposition, a voulu suivre un peu cette voie, et l'Assemblée nationale, le jour avant le 1er décembre ou le 8 décembre, je ne sais plus, c'était avant une manifestation des Gilets jaunes d'ailleurs à laquelle j'étais allé, où ils avaient frappé très fort, le jour d'avant, l'Assemblée votait une loi pour condamner les fessées, etc. Par contre, il n'y avait pas de loi qui condamnait, et pour condamner les coups de matraque. Donc ça illustre cette tyrannie douce, c'est-à-dire une tyrannie qui fonctionne parfois en utilisant aussi les coups de matraque, parce qu'attention, on voit bien, l'Assemblée nationale vote pour condamner tous les sévices corporels que serait la fessée, mais le lendemain, les mêmes personnes qui sont à pleurnicher sur l'horrible chose qui est de donner une fessée à son enfant indiscipliné, n'ont aucun problème à envoyer les CRS réprimer avec une force terrible des citoyens qui demandent plus de justice sociale, une démocratie plus réelle, et les autres, on connaît, les autres demandent des gilets jaunes. Donc il y a une utilisation de la force quand cela est nécessaire, mais il y a surtout une transformation qui ressemble au processus, on peut dire, du christianisme. Je ne parle pas du christianisme comme message tel qu'il était vraiment, mais de ce christianisme perverti très rapidement par des prêtres, par cette figure du prêtre. Et là, je fais encore référence à Nietzsche qui décrit cette figure du prêtre, c'est-à-dire le faible qui va créer des conditions pour que la morale dont il sera le représentant absolu devienne la directrice des esprits des hommes. Donc il y a des directeurs de morale, de morale, des directeurs de conscience, des personnes qui s'établissent au-dessus des autres par la supériorité de leur morale. Moi je suis supérieur à toi parce que je suis végétarien, et puis le vegan va dire je suis supérieur aux végétariens et aux omnivores parce que je suis vegan. Il y a une espèce de surenchère qui est du fanatisme. Ça amène à une forme de fanatisme. C'est une espèce de religion athée, mais qui suit le même processus de domination. C'est une volonté de domination. Je te domine pas par la force, mais je te domine par la supériorité morale, par ma morale qui est supérieure
à la tienne. Je suis moralement supérieur à toi, ce qui me donne le droit de parler à l'ONU, ce qui me donne le droit de parler à l'Assemblée nationale, etc., etc., et ce qui me donne le droit de passer dans les médias, lorsqu'on regarde les médias internationaux, anglo-saxons en particulier, cette jeune femme a une place, mais c'est ahurissant. On voit comment les médias et j'ai utilisé un terme anglais exprès, le big business, est intéressé dans cette espèce de révolution soi-disant verte qui va demander des investissements colossaux pour faire cette fameuse transition écologique, des investissements d'État. Et quand on parle d'investissement d'État, on parle du denier public, et quand on parle du denier public, on parle de nos impôts. Donc l'État a déjà une mainmise sur nos bourses, sur nos comptes en banque, sur nos impôts qui est inédite dans l'histoire de l'humanité, mais il faut en rajouter une couche, et donc on envoie la grosse, disons, batterie, la cavalerie verte, pour nous faire passer d'autres couches d'impôts. Et en même temps, qui dit denier public dit aussi emprunt d'État, car l'État vit au-dessus de ses moyens, ce qui veut dire qu'il va devoir emprunter pour pouvoir financer la transition verte. Et nous sommes en train de parler de milliers de milliards. Le coût de la transition verte, c'est le plus grand coût, c'est la plus grande fraude financière dans l'histoire de l'humanité. Et on a une jeune femme qui ne connaît rien à la vie et qui vient influencer tous ces lycéens, tous ces jeunes, toutes ces personnes bien intentionnées dont la vie est tellement vide de sens que dès qu'ils voient une espèce d'occasion de donner du sens à leur vie qui est futile et vide, vont la suivre bêtement parce que ils se sentent un peu moins mal à l'aise dans la platitude de leur existence de petits bourgeois, comme le sont une grande partie des Occidentaux qui ne vivent que pour consommer et se croire encore importants quand ils ne le sont plus. Et donc tous ces phénomènes ensemble, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais ce n'est qu'une revue succincte, engendre un phénomène comme celui de Greta Thunberg, qui est la pointe de l'iceberg. La pointe de l'iceberg de cette révolution. Ce n'est pas une révolution verte, c'est une révolution tyrannique. La révolution verte. Prenons la France. La France génère 1% des effets, des gaz à effet de serre. 1%. 1%, si la France diminue sa production de 20%, ça veut dire que l'effet d'immenses efforts qui sont demandés au peuple français, mais ça peut s'appliquer à bien d'autres peuples, sera de 0,2% sur tout l'effet du soi-disant réchauffement climatique, en admettant que le dioxyde de carbone ait un impact sur le réchauffement climatique, ce qui n'est, contrairement à ce qui se dit, absolument pas prouvé. Mais en admettant 0,2%, ça veut dire un 500e. 0,2%, c'est un 500e de 100. Donc, disons que la température augmente de 2, au maximum de 4%. Vous divisez 4% par 500. Ça donne 0,008 degrés Celsius. Le gouvernement français est en train de demander aux citoyens français qui ont des difficultés aujourd'hui, parce que le système économique est fait de telle manière que les classes moyennes et les classes populaires sont en train de fondre. Et le gouvernement français va dépenser des centaines de milliards pour éventuellement, dans le pire des cas, on parle de 4 degrés, c'est une des prévisions les plus hautes, arriver à diminuer de 0,008 degrés Celsius un réchauffement. On se fiche du monde. Là, ce que je dis, ce n'est pas du tout des spéculations, ce sont des chiffres. La France fait 1%, si elle diminue de 20%, c'est 0,2%, et 0,2% de 4 degrés, c'est 0,008 degrés. N'importe qui, à partir de l'âge de 10 ans, peut faire ce calcul. Et ce ne sont pas des théories ou conspirationnistes ou ce qu'on veut, ce sont des chiffres
qui sont simplement disponibles et accessibles à la raison de tous. Mais la raison disparaît derrière l'émotion, derrière le vide. Il y a un vide existentiel qui est tellement fort que les personnes s'engouffrent. Et les adolescents, on peut pas leur reprocher. L'adolescence, c'est un âge de la révolte. Et ça, la société de consommation l'a très bien compris en faisant de la musique à adolescents, enfin musique, de ce qu'il est l'étiquette de musique, mais c'est une espèce de bruit ou de exposition de la libido, enfin d'éléments libidineux qui attirent évidemment les adolescents, des nanas qui se trémoussent, d'espèces c'est ce qu'on regarde, cette fameuse musique pour les jeunes, on voit que c'est complètement ciblé sur les intérêts libidineux de cet âge. On est tous passés par là. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu la culture dominante. Le cinéma, entre guillemets, Netflix, etc., ce n'est que de la culture adolescente. Et aujourd'hui, avec Greta Thunberg, on passe au degré au-dessus. C'est non seulement on doit se taper lorsqu'on va maintenant dans n'importe quel bar, dans un village, vous arrivez dans un village en Corse ou ailleurs et vous êtes au milieu des montagnes et de la nature, vous rentrez dans un village prendre un jus de fruits ou quoi que ce soit et vous devez vous taper des espèces de chaînes adolescentes qui nous balancent cette culture de masse pour bien uniformiser tout le monde. Mais là, nous passons à un degré au-dessus. Ce n'est plus que la culture de masse qui est adolescente, c'est carrément les adolescents qui vont à l'ONU, à l'Assemblée nationale, qui pointent du doigt les adultes. Évidemment, les adultes, c'est que des cons. On le sait, quand on est adolescent, on a un peu tous cette vision. Mais lorsque ça devient grave, c'est lorsque ça passe à ce niveau des institutions nationales et internationales. Et c'est très intéressant, plus que ce soit une Suédoise, puisque la Suède, c'est le pays de l'enfant gâté. C'est, comme le dit le grand philosophe espagnol Ortega y Gasset, les masses ont un comportement d'enfant gâté. En Suède, vous pouvez pas réprimander votre enfant, même s'il casse tout, parce que vous devenez un espèce de tyran. Et on n'a plus un enfant roi, on a un enfant tyran. Et Ségolène Royal disait l'autre jour, il y a des milliers de Greta Thunberg dans le monde. Et évidemment, il y a des milliers de parents qui ont élevé leur enfant dans cette toute-puissance. Aujourd'hui, les enfants, et je lisais l'autre jour que 80% des achats des parents sont faits sous la pression des enfants. On est passé au niveau supérieur du cynisme capitaliste et consumériste, c'est-à-dire on s'en prend directement aux enfants. Les enfants, vous êtes mieux que tout le monde. Et alors c'est très bien que les nouvelles générations changent les anciennes générations, qu'elles remettent en question des choses, c'est très bien. Mais lorsque ce changement est complètement téléguidé par la culture de masse ou par un espèce de système qui veut tout déconstruire pour construire un espèce de monde qui n'a aucune forme, qui n'a aucune sensualité, qui n'a aucune poésie, qui n'a aucune beauté, un monde basé sur la culpabilité, sur la repentance, sur la mesquinerie, sur des sentiments agressifs, générant la guerre de tous contre tous. Il suffit de voir la société américaine, c'est la guerre de tous contre tous, les hommes contre les femmes, les hétéros contre les homos, les blancs contre les noirs. Tout le monde s'attaque, c'est ce qu'avait le philosophe Hobbes parlait, craignait cette guerre de tous contre tous. Nous y sommes, le modèle américain est le modèle de la guerre de tous contre tous, ou de l'imposition d'un consensus obligatoire. Et le consensus veut dire, nous sommes tous d'accord, ou sinon on te fout à la porte, on te met dehors. C'est l'ostracisme moderne, c'est-à-dire tout le monde doit être d'accord avec Greta Thunberg, tout le monde doit être d'accord avec certaines idées, sinon on est exclu de la société. Alors exclu de la société, on est exclu des médias, on est exclu des moyens de diffusion. Aujourd'hui, on peut écrire ce qu'on veut, plus ou moins, on peut écrire ce qu'on veut, mais si vous n'êtes pas relayé par les circuits de promotion, ce que vous aurez écrit ne servait à rien. Et déjà, Tocqueville l'écrivait, c'était un visionnaire, il disait en démocratie, vous pouvez tout dire. Mais si
ce que vous direz sera noyé dans la masse, à moins que ce soit choisi par des cercles qui contrôlent la diffusion des idées, et ils vont vous choisir vous, ils vont choisir les choses qui les intéressent, qui correspondent à leur ligne idéologique, qui est très clairement dominatrice aujourd'hui dans le sens de l'imposition d'un monde où une minorité, qui est la minorité à laquelle appartient Greta Thunberg, devient les nouveaux papes, les nouveaux prêtres, les nouveaux directeurs de conscience, main dans la main avec le pouvoir financier. Le pouvoir financier qui domine le monde dur, le monde concret, a besoin d'un pouvoir idéologique. Ce sont deux champs complémentaires et l'un ne va pas sans l'autre. Et Greta Thunberg illustre parfaitement ce champ idéologique du pouvoir financier. Il y a le pouvoir financier, le pouvoir économique, le pouvoir des banques qui poussent à cette reconversion, ce qu'on appelle ce changement, la transition écologique, un très joli terme. Donc voilà, on pourrait dire énormément plus de choses, évidemment, puisque nous sommes en train de parler d'un phénomène qui est d'une ampleur colossale, quasiment universelle, mais heureusement, il y a de l'espoir. L'espoir, c'est qu'aujourd'hui, l'Occident ne décide pas de tout. L'Occident a encore une force médiatique, et il y a aussi l'espoir à l'intérieur de l'Occident. Les Gilets jaunes constituent un espoir. Alors moi, la dernière manifestation des Gilets jaunes à laquelle je suis allé, c'était fin août. Au début de la manifestation, j'ai failli ne pas y aller car j'ai vu une affiche marquant « Nous marchons avec le climat », etc. Non, non. Les Gilets jaunes, l'intérêt des Gilets jaunes, c'est le fait qu'ils étaient dans la réalité. C'est un bain de fraîcheur de réalité qui dépasse l'idéologie, qui dépasse des constructions mentales. Car l'être humain a la caractéristique unique dans le règne animal, c'est qu'il vit à la fois dans les réalités et à la fois dans l'irréalité. Cette irréalité, c'est notre imagination, c'est nos rêves, ce sont nos idées qui nous permettent de nous extraire d'un état présent qui à un moment donné est insatisfaisant pour en engendrer un meilleur. Donc c'est une grande qualité humaine. Néanmoins, lorsque l'irréel, l'imaginaire, les idées, l'idéologie est pris pour la réalité, et là, c'est une forme de folie lorsqu'on prend l'irréel pour le réel. Et la grande difficulté de l'être humain est justement sa double nature, qu'il doit être et dans le réel et dans l'irréel en même temps. Donc c'est tout l'effort que doit faire l'être humain comme individu et la civilisation de savoir équilibrer ces deux états de l'être humain, l'état pragmatique, on pourrait dire, et l'état utopique. C'est bien de rêver, c'est bien d'avoir des utopies, mais c'est très dangereux lorsqu'on génère des idées, de surcroît des idées qui sont assez fumeuses, assez questionnables, comme celle qu'il resterait 12 années avant que l'humanité disparaisse. Là, on parle d'idées qui sont engendrées purement par l'esprit humain avec une base à la réalité qui est quand même très questionnable. Et là, ça devient très dangereux lorsque l'idéologie s'impose complètement sur la réalité, sur ce qui est la réalité et ce qui est donc cette grande difficulté. Ça peut pas se résoudre d'une baguette magique. L'humanité l'aura toujours, l'être humain l'aura toujours, sa partie réelle et sa confrontation avec l'irréel, cette dialectique entre ces deux côtés, comme le disait le philosophe que j'ai cité auparavant, Ortega y Gasset, l'homme est un centaure ontologique, à moitié dans la nature, à moitié dans la culture, à moitié dans le réel, à moitié dans l'irréel. Mais aujourd'hui, nous sommes complètement dans l'irréel. Nous sommes dans une espèce de domination idéologique. Et les pires crimes qui ont été faits dans l'humanité ont été faits au nom d'idées, d'idéologies, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam ou d'autres religions, au nom d'idées qui étaient parfois très belles, que ce soit la terreur de la Révolution française ou la terreur qu'il y a eu avec la Révolution soviétique ou Pol Pot ou en Chine, c'est-à-dire on impose une idée dans laquelle il faut faire rentrer la réalité, et la réalité ne peut pas rentrer dans une idée,
car les deux appartiennent à deux champs différents. L'idée peut, à travers l'action humaine, une action humaine intelligente et concertée, la réalité peut être transformée dans le sens d'une idée, mais la réalité ne peut jamais rentrer dans une idée. Et les idéologies sont en cela une menace constante lorsqu'elles essaient de faire rentrer une réalité à l'intérieur de leurs limites. Et de surcroît, lorsqu'on a une idéologie comme est la nouvelle idéologie du politiquement correct, de cette espèce de fascisme écologique, du féminisme de troisième génération, on a vu toute cette hystérie collective qui avait été balance ton porc et MeToo. Maintenant, ça s'est un peu calmé, car ces choses-là, au bout d'un moment, le peuple, les personnes qui vivent dans le réel, quand même, offre une résistance, et c'est là où les gilets jaunes ont été remarquables. Alors, j'espère que les gilets jaunes vont pas se laisser attraper par cette sensiblerie des bonnes intentions climato-sceptiques. Et j'espère aussi, et je pense que c'est possible, qu'il y a des gens suffisamment éclairés, et en particulier en France. Il faut dire qu'aujourd'hui, la France, grâce aux Gilets jaunes, enfin, les Gilets jaunes sont une manifestation qui existe, et c'est pour ça que, d'ailleurs, je décide de m'exprimer en français. Je pourrais le faire pour une audience plus internationale en d'autres langues, mais il y a encore, en France, et ailleurs aussi, mais il y a en France, quand même une forme de résistance, je pense, à ces influences qui viennent surtout du monde anglo-saxon, qui est ce monde capitaliste, cet empire qui est les États-Unis, ou les universités, et je finirai là-dessus parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, mais où les universités sont des vraies machines idéologiques, où on décroche les portraits de Shakespeare pour mettre une écrivaine noire et lesbienne. C'est très bien que de lutter contre l'homophobie, contre le racisme, mais Shakespeare, une écrivaine de troisième catégorie, n'a pas à prendre la place de Shakespeare juste parce que elle appartient à des catégories qui ont pu souffrir de certaines discriminations. C'est ça la réalité aujourd'hui de ces machines idéologiques qui ont une influence sur tout le reste, sur tout le reste du monde. Alors, il existe des résistances, il existe en France des gens, c'est pas la peine que je les cite, chacun peut les trouver ou les connaître ou les identifier selon sa sensibilité, qui offrent un front, et j'espère qu'il va y avoir un front à cette folie qu'est Greta Thunberg. En tout cas, moi, modestement, j'ai essayé de le faire avec une publication. Ma page Facebook a eu en 24 heures un très très bon essor. Très bon essor. Je vous parlais de cette forme de racisme qui est de ces élites morales qui sont toujours prêtes à culpabiliser le peuple d'être raciste, mais qui font montre d'un raciste qui est exemplaire, dans le sens où exemplaire. Quand je dis exemplaire, c'est pas avec une connotation positive, évidemment, dans le sens où on met une jeune enfant comme représentante de de la jeunesse mondiale. Et après, ces gens vont culpabiliser les classes populaires qui doivent vraiment se confronter à des difficultés avec l'immigration, etc., où les élites financières font exprès de mettre le peuple en compétition. Ça les intéresse de faire venir des gens plus pauvres et qui prennent les places de travail des locaux et de créer ces luttes. Évidemment, si le peuple est en train de se combattre, en train de se chamailler, ils seront plus assurés de leur position. Ils seront plus forts dans leur position si les gens qui doivent les renverser commencent à se battre entre eux. Donc il y a cette élite qui est toujours prompte à traiter les gilets jaunes de racistes, mais qui fait montre d'un racisme qui est écœurant. Cette jeune Suédoise qui a vécu dans le luxe et qui dit « Vous avez gâché mon enfance ». Mais comment ? Et vous avez des médias, je voyais dans Libération, qui a l'air d'être très pro Greta Thunberg, évidemment, ça se comprend, c'est tous ces bobos qui se retrouvent, c'est leur miroir, c'est leur
Régis et Géris et qui a Greta Thunberg, c'est écœurant. C'est écœurant comment on peut considérer que cette fille qui devant l'ONU s'exclame dans un espèce d'état en transe quasiment, vous m'avez gâché mes rêves et mon enfance, et que ça soit repris par tout un tas de médias dans le monde. Ceci, c'est écœurant. C'est écœurant. Mettez-vous à la place du petit enfant qui est à Gaza ou à Yémen et qui écoute ça, mais dans quel monde on est? On est dans un monde d'une absurdité énorme. Alors, j'ai mis quelques publications de cette acabit dans cette page Facebook qui a été censurée au bout de 24 heures. Rendez-vous compte qu'une de mes publications, j'ai voulu un peu en faire la promotion. On m'a dit non, elle va contre la politique de Facebook sensationnaliste. Mais comment Facebook peut dire qu'une publication est sensationnaliste quand la vidéo de cette gamine en train de pleurer à l'ONU, vous avez gâché ma vie, vous avez détruit ma vie, le monde va finir dans 12 ans, circule en boucle sur Facebook? On sait que les réseaux sociaux sont noyautés, on sait que c'est pas la voie de la liberté, les réseaux sociaux. On est un peu contraint de les utiliser, mais il faut savoir que voilà, il y a une censure douce sur les réseaux sociaux. On met une jeune enfant gâtée à pleurnicher sur comment son enfance a été détruite. Mettez-vous à la place d'un enfant à Gaza, au Yémen ou ailleurs et qui voit ça. C'est du délire total. C'est-à-dire que la petite enfant, fille de cantatrice suédoise et d'acteur dans l'un des pays les plus confortables au monde, se présente devant l'une de la principale institution internationale, devant des chefs d'État qui l'écoutent et qui l'applaudissent, après qu'elle ait sorti une chose aussi grossière, aussi insultante pour le bon sens, pour l'humanité, pour les enfants qui souffrent réellement, car il y a des réelles souffrances. Ceci, c'est absolument écœurant, c'est infâme, c'est ce qui nous permet de dire à Greta, écoute, calme-toi un petit peu, parce que là, tu dépasses les limites. Tu peux pas te présenter et jouer la martyre du monde parce que tu as des délires obsessionnels sur le fait que l'humanité va disparaître d'ici à 12 ans. Si l'humanité se détruit d'ici à 12 ans, ce sera plutôt à cause d'une guerre nucléaire. Et qu'a fait Greta Thunberg pour le traité d'interdiction des armes nucléaires? Que fait-elle contre le fait que des pays aient des armes nucléaires en dehors du traité de non-prolifération comme Israël, comme on accuse Iran de l'avoir, mais bon, ça c'est encore une autre question dans laquelle on ne va pas rentrer en détail, mais il y a des dangers effectivement que l'on disparaisse, mais c'est pas à cause d'un possible réchauffement de 1 ou 2 ou 3 degrés. Si l'humanité ne peut pas tenir 1 ou 2 degrés de plus, eh bien, qu'elle disparaisse. C'est une humanité qui ne mérite pas de vivre. Si l'humanité ne peut pas s'adapter à un changement de 1, 2, 3 degrés, cette humanité ne mérite pas de vivre. C'est une humanité d'idiots, d'incapables. C'est une humanité de gens qui sont figés et qui, au moindre changement, fondent. Le risque aujourd'hui, c'est pas la fonte des glaciers. Le risque aujourd'hui, c'est la fonte des cerveaux et de l'intelligence qu'ils sont censés générer. C'est ça le vrai risque. Et même s'il y a un réchauffement climatique, eh bien, au lieu de culpabiliser, au lieu de paniquer, au lieu de mettre des impôts verts, nous devons réfléchir ensemble et d'une manière rationnelle à des moyens pour faire face à un changement qui d'ailleurs ne me paraît pas si terrible que ça. L'humanité a eu, on peut avoir 2-3 degrés de plus, on s'en sortira. C'est pas la peine de engendrer une génération d'enfants, de lycéens angoissés et, faut le dire, capricieux. L'angoisse est le symptôme du caprice. C'est-à-dire que le caprice, le capricieux, tout
répond à ses désirs et il s'angoisse quand le monde qui l'entoure ne répond plus à ses désirs. C'est ça. La grande maladie du siècle, du 21e siècle, c'est l'angoisse, la maladie psychologique. Le 20e, c'était les neuroses et le 19e siècle, c'était l'hystérie. Il y a des maladies qui correspondent à l'époque. Et l'anxiété, c'est je suis le centre du monde, le monde ne va pas comme je veux. Et évidemment, comme j'ai jamais appris à me remettre en question et à m'adapter aux choses, mais ce sont les parents, les adultes qui m'ont adulé, qui m'ont mis au centre de toutes les attentions, je suis incapable de comprendre que parfois, c'est à moi de m'adapter comme un individu. Donc l'anxiété, quand quelqu'un me dit cette personne est anxieuse, je me dis oui, cette personne est anxieuse, cet homme et cette personne est capricieuse surtout. Bon, je vous laisse là car il y a tellement de choses que l'on pourrait dire et juste il faut que nous résistions, que ce soit en faisant une vidéo, même s'il y avait 2 douzaines de personnes qui les voient dans votre vie, il y a un acte de résistance car nous ne sommes plus en train de résister à la venue d'une tyrannie qui s'approcherait, nous sommes déjà dans la tyrannie. La présence de cette jeune adolescente à l'ONU illustre d'une manière incontestable que nous sommes arrivés dans une tyrannie douce. Ce ne sont pas des hommes en uniforme, ce n'est pas Pinochet, ce n'est pas ce type de personnages qui vont venir nous dominer, ce sont des jeunes adolescents ou des personnes au visage enfantin ou des gens qui seront issus des minorités, comme Barack Obama, ça a été parfait d'avoir un noir président des États-Unis, il a pu faire tout un tas de choses. Tous les gens, tous les bobos, on se dit, ah, qu'est-ce que c'est bien un président noir? Oui, c'est bien d'une certaine manière, mais si c'est juste une façade, le nègre de maison qui est là pour faire passer des pilules que d'autres n'arriveraient pas à faire passer, non seulement c'est pas intéressant, mais c'est dangereux, mais c'est ce qu'on nous fait passer constamment. C'est ce qu'on nous fait passer avec cette jeune Suédoise qui, à mon avis, à un moment donné, va craquer voilà, ils nous inventeront trop de choses après. Bon, merci de m'avoir écouté et nous sommes là, nous devons résister. Et j'espère que les Gilets jaunes vont résister à cette idéologisation climatique. Je l'espère car les Gilets jaunes ont été une grande source d'espoir, un grand souffle de réalité dans ce monde complètement perverti par des idéologies fumeuses, des idéologies dangereuses.